Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Alors aujourd'hui, un podcast spécial Halloween dans lequel nous allons parler de Cornelius Agrippa, de son chien noir, de Dieu et de la Saône et de l'Isère. Vous allez comprendre pourquoi et n'hésitez pas à me donner votre avis à la fin de ce podcast. Alors, vous savez que personnellement, je n'apprécie pas la célébration d'Halloween pour une raison très simple. Je préfère glorifier le bien plutôt qu'une imagerie négative. Néanmoins, étant donné que c'est un sujet de société, j'ai décidé de vous parler d'un destin, le destin de Cornelius Agrippa et de son chien noir. Un chien noir très très effrayant comme vous allez le voir. Et peut-être que vous y réfléchirez à deux fois lorsque vous célébrez les sorcières et autres démons. Alors attention, cette légende n'a rien à voir avec celle de Bretagne où un chien noir terrorise les passants attardés en les agrippant. Il se trouve qu'à l'ère des intelligences artificielles qui sont incapables de nuances, elles confondent les deux histoires parce que dans le conte breton, vous avez le chien Agrippa. Mais en fait, là, je parle du chien de Monsieur Agrippa. Rien à voir avec le verbe agripper. Si la Bretagne est une terre riche de légendes et de contes terrifiants à se raconter en cette période d'Halloween, l'histoire que nous allons raconter se déroule dans le Rhône et peut-être une variation donc en Isère. On n'est pas tout à fait d'accord. Et cette histoire va parler de bien, de mal et de rédemption. Alors, on va commencer et je vais vous raconter cette histoire et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à vous abonner à notre chaîne French Discoveries Magazine. Cela nous aide beaucoup, je vous en remercie. Je commence la présentation de ce podcast et pour les personnes qui sont abonnées au site internet de French Discoveries Magazine, vous pourrez avoir accès aux transcripts, sinon vous pouvez aussi utiliser les sous-titres sur YouTube. Pour beaucoup de personnes, leur animal de compagnie est un membre à part entière et heureusement, beaucoup de propriétaires d'animaux domestiques se déplacent sans ces animaux, surtout quand ils vont travailler. Mais pour certaines catégories de professionnels, comme les voyants, les astrologues, les sorcières ou les nécromanciens, leur animal de compagnie, c'est en quelque sorte leur collègue de travail. Alors l'imagerie populaire représente la sorcière avec son chat et son corbeau, noir forcément. On a également des boucs, des chèvres, des araignées, des serpents, des lézards. Voilà, ces bêtes complètent ce bestiaire ésotérique. Et malheureusement, ces pauvres animaux n'ont rien demandé. On peut penser notamment aux nombreux chats noirs qui ont souffert à travers les siècles de la mauvaise réputation. Parce que soi-disant ils étaient les compagnons des sorcières. Alors il y a une variante actuellement, il semblerait qu'avoir un chat noir porte bonheur. Mais en tout cas, beaucoup de personnes sont superstitieuses et lorsqu'elles voient un chat noir, elles ne sont pas forcément contentes. Elles pensent qu'un malheur va leur arriver. Si les animaux cités précédemment sont fréquemment associés au côté obscur, le chien est souvent associé à quelque chose de plus positif, de bien. On dit que c'est le meilleur ami de l'homme et donc on va plutôt l'associer à la lumière, au positif ou au bien, du moins dans nos périodes modernes, puisque autrefois, effectivement, le chien avait quand même aussi une symbolique, comme on va le voir par la suite, assez obscure. Alors, il arrive effectivement que ce ne soit pas toujours le cas quand l'animal est imposant, donc effrayant, et surtout quand il est de couleur noire. Vous savez que la couleur noire a souvent été considérée comme étant une couleur maléfique auquel on associait bien sûr de nombreuses choses négatives. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la légende de Cornelius Agrippa et de son gros chien noir. En tout cas, ses contemporains affirmaient que le nécromancien, toujours en errance sur les routes de France, n'était pas en fait accompagné d'un simple chien, mais du diable. Alors, il a toujours été considéré comme maudit.
Et paradoxalement, cela expliquerait la justesse de ses prédictions, son érudition. En gros, il aurait fait un pacte. Seulement, ses connaissances avaient une origine diabolique et Cornelius Agrippa fut considéré comme étant une personne de très mauvaise réputation. Alors, il a également inspiré le personnage de Faust. Il a inspiré beaucoup d'autres personnages, mais en tout cas la référence la plus directe c'est Faust. Alors cependant dans la légende lyonnaise on va aggraver, son cas est aggravé parce que l'idée c'est pas qu'il était envoûté par un animal ou par une quelconque entité, il était pleinement conscient de ce compagnonnage maléfique, mais il a eu sur son lit de mort, d'après la légende, une attitude qui l'a peut-être sauvé, car il va renier l'influence du mal en disant à son gros chien noir « Va-t'en malheureuse bête, c'est toi qui m'as perdu ». Et il eut encore la force de lui arracher son collier décoré de pierres précieuses et aussi donc, ce qu'on pourrait appeler des Horcruxes, hein, bien qu'à l'époque il n'y avait pas Harry Potter. En fait, il y avait dans le collier du chien des bijoux qui contenaient en fait des formules magiques. Et également, il y avait aussi des talismans dans le collier du chien. Mais bon, voilà, Cornelius est mort. Il a réalisé que son chien n'était pas un gentil toutou, mais peut-être autre chose. Il lui a arraché le collier, mais le chien, qu'est-il devenu? Alors, avant de vous le révéler, j'ai envie de revenir sur le parcours de Cornelius, qui pensait que nous étions tous des sorciers. Il pensait qu'on était tous capables de magie naturelle. Et en préparant ce podcast, je me suis rendu compte que sa vie pourrait inspirer une série Netflix. Et j'ai découvert d'ailleurs qu'il avait inspiré de nombreux artistes. Mais vraiment, je pense qu'au cinéma, ça serait assez intéressant. Il a eu une vie assez étrange, une vie donc où il y a un mélange de faits réels et de légendes, une légende noire et obscure bien entendu. Alors, on va parler déjà des dates de Cornelius Agrippa. Donc, il est né en 1486 et il est mort en 1535. Donc, on est dans la Renaissance et il est né dans une famille de petite noblesse. À l'époque, il était considéré comme un peu aussi le précurseur du rosicrucisme, les rose-croix. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails ni dire pourquoi, hein, je vous fais une présentation rapide de ce monsieur. Ce qui nous intéresse, c'est la légende, puisque c'est un podcast spécial Halloween. En tout cas, il est comme les érudits hein, de la Renaissance, en quête de toujours davantage de savoir. Et il a fait de très bonnes études, hein. Il a fait des études en Allemagne, il a fait des études à Paris, il a étudié la théologie, il est même docteur en théologie. Et il faut savoir qu'à l'époque, les monarques sont passionnés d'alchimie car ils rêvent de s'enrichir encore et encore. En gros, l'alchimie qui permet de transformer le plomb en or, ça intéresse de nombreux monarques. On a fait un podcast hein, sur John Dee hein, qui raconte un petit peu aussi l'attitude de certains monarques vis-à-vis des alchimistes. Et lui, Cornelius Agrippa, prétend qu'à Lyon et à Avignon, il a réussi à transmuter le plomb en or. Donc il a une très bonne réputation auprès des monarques de l'époque, d'autant plus que parfois il va occuper des postes qui ne sont pas forcément des postes occultes. Et je ne rentre pas dans les détails de l'alchimie, hein, qui est une science occulte considérée aussi comme une proto-science. Je ne pense pas qu'on puisse le résumer, je pense qu'on pourrait faire carrément un vrai podcast complet sur l'alchimie. Mais en tout cas, une des choses les plus connues de l'alchimie, c'est de pouvoir transformer le plomb en or. On en a parlé aussi sur French Discoveries Magazine, lorsqu'on a parlé de Gilles de Rais, hein, qui lui aussi faisait de l'alchimie. Alors, Cornelius Agrippa avait un grand prestige et sa réputation va lui permettre de travailler pour de grands souverains. Donc, comme je vous ai dit, pas toujours dans les domaines occultes parce qu'il était érudit et ainsi il a été archiviste pour l'empereur Charles Quint. C'est quand même une référence. Il a également été en charge d'écrire l'histoire de son temps. On appelle ça toujours un historiographe pour Marguerite d'Autriche.
Mais en parallèle, il a été le mage et le médecin de Louise de Savoie. Et il a été également au service des armées de Ferdinand II d'Aragon et de Maximilien Ier. Alors qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il y a des rumeurs comme quoi il aurait été milicien. Est-ce qu'il faisait des stratégies militaires, des prédictions? C'est difficile de le savoir, mais on sait aussi qu'il a même été avocat, donc c'est vraiment ce qu'on appelle de nos jours un slasher. Il a énormément de casquettes. Il a été l'avocat, mais pas dans n'importe quel procès, il a été l'avocat d'une femme accusée de sorcellerie. Et on sait qu'il a également été condamné par l'Inquisition à de la prison ferme parce qu'il était accusé de pratiquer de la magie. Donc, malgré ses multiples talents et ses expériences auprès de personnages puissants, une sorte de force le poussait sur les routes et le condamnait à l'errance. Rien ne marchait, c'est-à-dire il a été marié plusieurs fois, il y a eu beaucoup de décès dans sa famille, ses femmes, ses enfants, et puis la protection et le succès étaient toujours temporaires. De manière pragmatique, on peut expliquer cela en raison de son mauvais caractère et de sa tendance à se rebeller, c'est-à-dire qu'il était quand même assez conscient de son intelligence et il ne cherchait pas forcément à se faire des amis. Et il vivait un petit peu comme il avait envie de vivre, par conséquent, il n'était pas très diplomate. Il a eu de nombreux démêlés avec la justice de son temps, et quand il était protégé par un grand personnage, bien sûr, il était intouchable, alors aux grandes dames des autorités religieuses qui condamnaient les pratiques ésotériques, qui condamnaient la magie, mais bon, quand il était protégé par l'empereur, on ne pouvait pas lui dire grand-chose. Et puis ensuite, quand il n'avait plus de protection, eh bien, il était un peu persécuté parce que, en fait, ce qu'il faisait n'était pas autorisé par l'Église. Et c'est vrai que sa fortune allait et venait, ses protections ne duraient pas. Et fatalement, il y avait toujours un événement où il était à nouveau obligé de fuir, pour fuir notamment des persécutions infligées aux sorciers, aux personnes qui pratiquent l'alchimie, ou tout simplement parce qu'il avait des démêlés avec la justice et il se retrouvait dans des situations inextricables. Sa notoriété était cependant importante et Rabelais va même le citer dans le tiers-livre sous un pseudonyme, il va l'appeler Ertrippa. Et aujourd'hui, toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'occultisme trouvent parfois en lui une grande inspiration pour critiquer ou par curiosité de ses textes. On va en parler après. Et même Calvin, qui va parler de lui, bien sûr pour le condamner, Et puis, vous avez aussi des références à ce personnage, enfin à cette personne qui est devenue un personnage, puisque Marie Shelley, dans Frankenstein, va en parler. Également Guillaume Apollinaire, dans le poème Cortège. Et plus proche de nous, J.K. Rowling, par rapport à Harry Potter, a dit qu'elle s'était inspirée de lui pour créer le personnage de Cornelius Fudge. Et enfin, il a également inspiré dans un jeu vidéo qui s'appelle Amnesia The Dark Descent. Alors, je n'ai pas joué à ce jeu vidéo, mais apparemment, il a énormément inspiré les créateurs. Alors, il faut savoir que c'est un personnage ambigu. De nos jours, comme je vous ai dit, il serait considéré comme un slasher. Alors, je suis désolée pour cet anglicisme, mais en fait, dans sa pratique professionnelle, il mêlait des domaines qui étaient jugés incompatibles pour son époque. Et de nos jours, on dirait que ce serait un grand original. Je vais vous expliquer plus en détail parce qu'il y avait quand même des choses qui n'étaient pas toujours négatives en apparence. Par exemple, c'était un grand féministe. Et un féministe avant l'heure, parce que dans son livre de la noblesse et pré-excellence du sexe féminin, qui est paru en 1509, eh bien, il faisait l'éloge des femmes, il faisait l'éloge de la Vierge Marie, et il s'inscrivait vraiment en faux avec les idées de l'époque, notamment concernant les règles. Pour lui, avoir ces règles, c'était un phénomène normal et plutôt positif. Et pour lui, les règles n'étaient pas du tout impures. Il disait d'ailleurs que le sang des règles, ça éloignait les démons. Voilà, donc c'était quelque chose qui était un peu à contre-courant de ce que pensaient les gens à l'époque. Il était également mage et il a écrit un livre qui s'appelle De Occulta Philosopha,
qui est en fait un livre inspiré par la Kabbale et qui annonce ce qu'on appelle la magie énochienne, qui édite aussi la magie des anges. Alors petite parenthèse, magie des anges, certains y croient, moi je n'y crois pas, c'est un mensonge, les anges ne font pas de magie. Cependant, des magiciens comme John Dee croyaient fermement que les anges faisaient de la magie. On en a parlé dans des épisodes précédents, mais je ne pense pas que c'était vraiment des anges, hein. C'était plutôt des démons. Et bon, certaines personnes croyaient dans cette magie angélique. En tout cas, c'était le point de vue de Cornelius Agrippa. Il se revendiquait également comme alchimiste. Il a écrit donc dans son ouvrage De Arte Chimica et aussi des discours, comment transmuter le plomb en or. Et il dit qu'à Lyon, il a réussi à faire le nécessaire, également à une autre reprise, donc dans la ville d'Avignon, et donc qui était à l'époque une ville aussi très importante en province. Et donc, malgré toutes ces pratiques ésotériques, il se présentait aussi comme un sceptique, comme quelqu'un qui n'y croyait pas. Alors, vous voyez, il disait quelque chose et après, il disait le contraire. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il était ambigu. Et il a également occupé des postes qui étaient plutôt scientifiques. Il a été médecin, il a tenu compte de l'histoire de son temps, il a été conseiller de personnages influents, il a été milicien, il a été pédagogue. Et à côté de ça, il a fait également des sciences occultes et il a été aussi astrologue. Alors, il faut savoir que cette association entre magie et science, c'est pas si surprenant que ça, parce que pendant longtemps, en fait, à l'époque, les sciences occultes étaient considérées comme des sciences, et ensuite au moment où il commence sa vie professionnelle entre guillemets, c'est l'époque où l'université commence à rejeter dans les marges cette association de sciences et de sciences occultes. Auparavant, c'est vrai que l'astrologie était considérée comme une science, et j'ai envie de dire, on ne peut pas vraiment critiquer se moquer un peu des anciens, parce qu'il y a toujours des évolutions dans ce type de science. De nos jours, par exemple, de nombreuses personnes considèrent que le tarot de Marseille, par exemple, c'est pas un outil divinatoire, mais c'est un instrument de développement personnel. Puis il y a des gens qui l'utilisent dans les deux cas. Donc à l'époque où vivait Cornelius Agrippa, on était entre cette idée de oui, c'était une science avant, mais l'Église ne soutenait pas cela et considérait que c'était négatif. Et donc c'était chassé progressivement de l'université, et en même temps les puissants faisaient appel à des astrologues, à des magiciens pour s'enrichir ou tout simplement pour connaître leur avenir. Donc c'était ambigu aussi bien dans l'époque que dans le parcours de Cornelius. Alors à la fin de sa vie, il s'est revendiqué comme fidéiste, c'est-à-dire en fait, je vais essayer de vous résumer ça, c'est l'idée de croire en Dieu, mais sans réfléchir, sans avoir un raisonnement. C'était l'idée d'avoir une révélation qui va prouver donc que Dieu existe. Et ce mouvement qui s'appelait le fidéisme a été condamné par l'Église catholique au XIXe siècle. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une experte en théologie, mais en tout cas, voilà, même quand il s'est rapproché de Dieu, il a pris quelque chose qui a été controversé. Alors, dans ces ouvrages, on trouvait des illustrations, des explications, des illustrations de carrés magiques. On trouvait donc comment faire des pentacles, des sceaux planétaires, et comme tout alchimiste, il s'est intéressé aux éléments, donc l'air, le feu, la terre et l'eau, et il parlait d'ailleurs d'humeur de l'eau. Alors en fait, c'est vrai que quand on relit ses travaux, on voit qu'il est un peu précurseur. Il parle de mémoire de l'eau, et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en 1988, il y a eu une très grande polémique quand le chercheur Jacques Benveniste a parlé de
Mémoire de l'eau, alors qu'il était sous contrat avec la société d'homéopathie Boiron, qui est basée dans le Rhône. Et beaucoup de gens ont crié au scandale, n'étaient pas d'accord avec cette théorie. Alors, est-ce que la boucle est bouclée? En tout cas, vous voyez, on revient sur l'humeur de l'eau, on revient en région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, libre à chacun d'y voir ou non une relation. Mais ce que je voulais dire, c'est que d'autres auteurs se sont intéressés à cette spiritualité autour de l'eau, à la magie de l'eau. Je pensais à Omran Mikhail Ivanov, qui a également évoqué l'importance des 4 éléments. Et il a un titre qui s'appelle, un livre que je vous conseille de lire, qui s'appelle Les révélations du feu et de l'eau. Et quoi qu'il en soit, nous vous invitons à consulter les sources. Donc moi, je vous invite à consulter les sources. Je vais vous mettre des liens au sujet de cette controverse de la mémoire de l'eau. Et notamment, je vais mettre des références avec des vidéos de Lina. Donc, consultez les liens que je vous mets en description de la vidéo pour en savoir un peu plus sur cette histoire de mémoire de l'eau. En tout cas, Cornelius Agrippa en avait déjà parlé. Or, de multiples compagnes et un étrange compagnon. Alors, cette vie plutôt mouvementée, cette vie qui est à la fois riche, puisqu'il a occupé des postes importants, mais mouvementée parce qu'il devait à chaque fois partir sur les routes, trouver un nouveau protecteur, trouver un nouvel emploi, eh bien cette vie compliquée n'a pas empêché Cornelius Agrippa d'avoir des épouses et des enfants, mais ces relations ne duraient guère. Rien dans sa vie ne durait. Alors bon, il vivait à la Renaissance, c'est vrai qu'on mourait quand même beaucoup plus que maintenant. Néanmoins, il n'a pas eu beaucoup de chance, il s'est marié 3 fois, il a eu 7 enfants. Sa première épouse, on la connaît pas, mais elle est morte après 7 ans de vie commune. La deuxième, elle est morte de la peste, et sur les 5 enfants du couple, seuls 2 ont survécu. Alors je sais pas si vous voyez, mais ils étaient 7 quand il y avait la deuxième épouse plus lui et 5 enfants, et ensuite il restait plus que 3. Ensuite, il s'est marié une 3e fois avec une femme qu'il a répudiée. Et donc, si vous aimez la numérologie, vous voyez que sa vie familiale est basée sur les chiffres 7 et 3. Si on ajoute, ça fait 10, et donc ça fait 1. Et c'est assez étonnant parce que selon la légende, il était seul avec un ultime compagnon, un chien. Et donc... ça, c'est une petite parenthèse parce que nous sommes sur Halloween et ça va vous donner du grain à moudre. Voilà, pour ceux qui aiment chercher les mystères. Et donc, selon la légende, son ultime compagnon, c'est ce chien noir qui aurait dominé son âme. Et on va justement expliquer qui était ce chien noir mystérieux. Alors, tous les propriétaires d'animaux domestiques savent que malheureusement, nos fidèles compagnons ne sont pas éternels, qu'ils vieillissent, donc... Et parfois, ils sont un petit peu moins fringants, un petit peu moins dynamiques. Pourtant, dans la légende, quand on évoquait Cornelius Agrippa, on parlait de ce chien noir qui était imposant, qui faisait peur à tout le monde et qui semblait ne pas vieillir et qui l'accompagnait partout. Et jusqu'à au point qu'il a été accusé de sorcellerie, de pratique de la magie à cause de la possession de ce chien, qui était un chien, voilà, qui semblait un chien intemporel. Mais le 18 février 1535, c'est le dernier jour pour Cornelius Agrippa. Voilà, son heure est venue. Et là, en fait, c'est là où on arrive sur la légende. Certains disent qu'il est à Grenoble au moment de sa mort, et d'autres prétendent qu'il est à Lyon. En tout cas, il est en région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Alors, des fois, c'est assez drôle parce qu'on montre aux Lyonnais la page Wikipédia. On leur dit, vous voyez, il était d'après Wikipédia, il était à Grenoble, donc il n'a pas pu se jeter dans la Saône, il s'est jeté dans l'Isère. Mais certains disent non, c'est pas vrai, il était à Lyon. Donc écoutez, si vous êtes lyonnais, il s'est jeté dans la Saône, et si vous êtes en Isère, il s'est jeté dans l'Isère. Voilà, si vous êtes à Grenoble, il s'est jeté dans l'Isère. De toute façon, c'est une légende. Alors, il est mort soit donc à Lyon ou à Grenoble, et il avait pour compagnie son chien qui ne lui a pas survécu.
Alors tout dans ce chien était étrange, hein. Déjà sa longévité, comme sa couleur noire très intense, hein, qui renforçait l'effroi, il était imposant, il terrorisait les gens, il suivait le magicien absolument partout. Et en plus, Cornelius lui avait donné comme nom Monsieur. Et il avait pour lui de délicates attentions, il lui avait offert un magnifique collier décoré de pierres précieuses, de talismans, de pièces nécromantiques. Le chien était vraiment très bien traité. Et ce chien attirait autant qu'il repoussait, parce que à l'époque, posséder un chien noir, c'était quelque chose qui avait une symbolique dans les croyances populaires. On pensait que pour déterrer des trésors, il fallait avoir un chien noir, ce qui explique que s'il est alchimiste et qu'il peut donc transmuter le plomb en or, c'est logique qu'il ait un chien noir. Et les paysans croyaient que les chiens noirs étaient nécessaires aussi pour les sorcières, parce que les sorcières, pour faire leurs potions, elles avaient besoin d'une mandragore magique. Seulement, si vous cueillez la mandragore comme ça, elle va crier, ça fait comme un cri humain, et vous pouviez mourir d'effroi. Alors on avait besoin d'un chien. On allait dans une nuit sans lune, la nuit la plus noire possible, et on attachait un chien noir à la racine de mandragore. Ensuite, il fallait vite s'éloigner et se boucher les oreilles pour ne pas entendre le cri de la mandragore, donc, parce que je vous ai dit que c'était un cri effrayant. Et ensuite, à l'aube, on revenait sur ses pas et normalement, si tout s'était bien passé, pour la personne qui voulait récupérer la mandragore, parce que le pauvre chien, il était mort, et on pouvait récupérer la racine de mandragore. Alors, cette racine de mandragore, elle avait un pouvoir magique, elle avait aussi le pouvoir d'ouvrir les portes de l'invisible et de permettre la découverte de trésors. Alors, le chien noir était donc sacrifié, mais dans le cas de Cornelius Agrippa, c'est plutôt lui qui était aux ordres de son chien. Donc, il avait une très mauvaise réputation, déjà à cause de ce qu'il avait fait et de sa pratique magique, mais aussi à cause de son chien, on disait qu'il était damné. Et bien sûr, lui, il se séparait jamais de son chien, et il comprenait pas les réticences à son sujet. Alors, il a été accusé de sorcellerie à cause de l'animal, mais il s'en fichait et il s'en sépara pas du tout, donc il décida de garder son chien, jusqu'à l'heure de sa mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 18 février 1835, que ce soit à Lyon ou à Grenoble? Selon la légende, sentant la mort venir, Cornelius Agrippa a changé de comportement. Il a commencé par renier tous ses traités de magie, tous ses travaux ésotériques, suite à une période de malchance dans sa vie privée et professionnelle, parce que oui, bien mal acquis ne profite jamais. Et donc en fait, il s'est rendu compte que il n'avait pas de chance dans sa vie, qu'il était toujours poursuivi, qu'il n'arrivait pas à avoir une stabilité. Et en même temps, c'était une personne ambiguë, capable de dire une chose et une chose en même temps. C'était un peu comme notre président, vous voyez, en même temps, quoi. Donc on peut remarquer qu'il était capable de publier à la fois un ouvrage sur la philosophie occulte et en même temps un livre sur l'incertitude, en fait, pour montrer qu'on n'avait aucune certitude qu'il existait des présences invisibles. Il va explorer, alors j'ai envie de dire, le domaine du développement personnel. À l'époque, on n'appelait pas ça comme ça, mais lui, il s'intéressait à ce qu'on appelait l'éveil intérieur. Donc là, on est proche, même si à l'époque ça n'existait pas, d'une sorte de psychologie, de développement personnel. En fait, il semble qu'il était dans une quête spirituelle sans fin. Et aussi, donc je vous ai dit, il s'était rapproché de la religion, il était donc devenu fidéiste. Et surtout, ce qui était surprenant, c'est que son comportement vis-à-vis de son chien va changer. Il le prend en grippe. Alors, pour ceux qui apprennent le français, prendre en grippe, ça veut dire qu'il commence à détester son chien. Il ne peut plus tolérer sa présence. Et selon la légende, au moment de mourir, il va lui ôter son collier et il va le chasser en l'injuriant. Il va lui dire « Va-t'en, malheureuse bête, c'est toi qui m'as perdu ». Et on dit alors que le chien, soudainement effrayé et affolé, se serait enfui en direction de la Saône pour s'y jeter et se noyer. Mais vous vous en doutez bien, on ne retrouva jamais le corps. Alors il y a une variante de cette légende qui existe, Cornelius étant sans doute mort à Grenoble. C'est dans l'Isère que le chien se noie, mais pareil, on ne retrouve pas le corps de l'animal. Quoi qu'il en soit, que ce soit à Lyon ou à Grenoble, c'est donc dans deux villes situées dans la même région, Auvergne-Rhône-Alpes, et c'est une histoire qu'on raconte pour faire peur aux personnes qui célèbrent les esprits occultes et Halloween sans comprendre qu'elles jouent avec le feu.
On peut en effet comprendre le rejet du chien noir comme le rejet du mal. Vous savez que la Vierge Marie, c'est la patronne de Lyon. Donc on ne peut pas autoriser qu'un chien noir représentant le mal séjourne à Lyon. Ce n'est pas possible. Et je pense que c'est la même chose pour Grenoble, hein, qui est dans la même ère culturelle et où lequel le bien doit triompher sur le mal. On espère pour Cornelius qu'il a été pardonné de ses péchés, parce que si c'est pas le cas, vu tout ce qu'il a fait, son séjour en enfer doit être assez pénible. Enfin, je dis ça, je dis rien, c'est une légende. On peut juste constater que l'homme n'eut pas une vie très heureuse, ni stable, malgré ses connaissances, et qu'il expérimenta les revers de la fortune plus qu'un autre être humain. Sur un point positif, il faut savoir que Cornelius Agrippa, dont le vrai nom c'est Cornelius Agrippa de Nettensheim, fut donc une vraie personne et qu'il inspira une légende. Voilà, il y a toujours une part de vrai dans les légendes. La part de vrai, bien donc, c'est qu'il était vraiment suivi par un grand chien noir, ça a été constaté. Maintenant, tout le reste, est-ce que c'est quelque chose qui a été créé suite à sa réputation sulfureuse ? À vous de vous faire votre idée. En tout cas, j'espère que cette histoire vous aura intéressé et nous partagerons dans d'autres podcasts d'autres histoires surprenantes. Pour ceux qui apprennent le français, dans quelques jours, je vous mettrai le lien pour accéder au transcript. En attendant, n'hésitez pas à utiliser les sous-titres. Malheureusement, il y a parfois des fautes de traduction, même si ça s'améliore de plus en plus. Moi, je vais ensuite essayer de corriger manuellement, mais en tout cas, je vous mettrai le lien pour que vous puissiez voir par écrit, corrigé par moi-même. Et je vous donne également des sources pour ceux qui sont curieux. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une agréable soirée si vous écoutez cette légende le soir, ou journée si vous l'écoutez le matin. Et n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de vous abonner, c'est très important pour faire connaître la chaîne et la développer. Je vous en remercie beaucoup.